Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Petite vidéo dans laquelle je tenais à vous faire un compte rendu de mon séjour donc en Asie du Sud-Est. Vous l'avez suivi au cours des dernières vidéos, que ce soit à Bali ou en Thaïlande avec Phuket. C'était très intéressant pour moi de retourner dans cette région du monde après plus de 3 ans. Rien qu'en vous le disant, j'ai toujours du mal à le réaliser. On s'en souvient, il y a eu le Covid qui ne permettait pas depuis l'Europe d'aller en Asie. J'ai beaucoup aimé retrouver cette énergie si spécifique à cette région du monde qui personnellement me plaît beaucoup, de revoir les gens, les paysages évidemment et de ressentir surtout le marché immobilier et le marché dans son ensemble touristique. Quand on est à Bali, à Phuket, c'est évidemment quelque chose de clé, le marché touristique. Il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis et qui ont évolué depuis fin 2019, début 2020. Hein. C'était début 2020 quand je suis allé sur place. Évidemment, ça a pas mal bougé. Je vais vous les énumérer tout de suite. Spontanément, si on commence par Bali, c'était un lieu qui était déjà assez saturé, on peut le dire. Hein. Déjà sur fin 18-19, il y avait déjà beaucoup de monde sur tout le sud de l'île. Hein. Évidemment, je parle du sud, toute la grande région autour de la grande zone autour de l'aéroport. Beaucoup de monde sur les routes. Je trouve que là, ça s'est accentué, d'autant plus, clairement, sur la fin juin, là, quand j'y étais. Il y a vraiment beaucoup de monde. Vous l'avez pu le voir sur certaines des vidéos. Je me suis beaucoup déplacé en deux roues. Même en deux roues, on se retrouvait bloqué dans les embouteillages. Je ne parle pas de la voiture. Non. Si on n'avait pas eu un deux roues ou une moto, je pense qu'on ne faisait pas 20% de ce qu'on a pu faire pendant ces 2 jours-là. Donc pour moi, c'est ça. Le sud de l'île est totalement saturé à Bali. Ça, je le sens bien en termes d'infrastructure. On voit bien Canggu notamment, c'est une zone qui se développe, qui pousse comme une petite ville champignon, mais c'est vraiment du touche-touche au niveau des commerces et des villas. Mais le problème, c'est que au niveau des autorités, tout ce qui est infrastructure routière, c'est pas pris en compte. Voilà, donc ça c'est un sujet. J'aurais tendance à dire que clairement Bali, là, à l'instant T, sur juin 23, de ce que j'ai pu en voir, est victime de son succès. Le sud de l'île, on s'entend, jusqu'à Ubud, voilà, Ubud dans une moindre mesure. Mais dès que vous êtes vers Kuta et tout ce coin-là, qui était la zone où j'ai pu séjourner, il y a énormément de monde et c'est un vrai sujet. Il reste des opportunités, je l'ai vu, en termes de villas. Ceci étant, voilà, il faut bien se faire conseiller, il faut bien voir sur quoi vous positionnez parce que les prix ont tendance à fortement augmenter, ont fortement augmenté. On le sait, le Covid, ça a modulé plein de choses. Hein. Il y a d'autres régions du monde qui ont su surfer aussi sur cette période-là. Mais là, depuis que ça a réouvert, Bali attire énormément de nomades digitaux. Alors, il y avait déjà un peu cette tendance-là avant. Hein. Là, ça s'est fortement accéléré. Il y a évidemment le conflit russo-ukrainien qu'on connaît, qui fait qu'il y a pas mal de population russe, notamment dans une moindre mesure ukrainienne. Donc ça, pareil, ça rajoute de la population. Et dans ces investisseurs russes, donc il y en a qui vont simplement venir vivre sur place, certains travailler, certains investir plus ou moins, donc pour acheter une villa, bon, ceux qui louent évidemment, donc tout ça c'est des entrées de capitaux. Et puis il y a des gros bonnets, notamment russes, qui investissent beaucoup dans des infrastructures, dans des complexes immobiliers. J'ai pu en visiter certains, donc tout ça, ça crée un gros dynamisme économique qui est bénéfique à l'île. Mais de par ailleurs, on le voit bien au niveau de la congestion, au niveau trafic routier et autres, ça crée aussi des complications de ce point de vue-là. Donc je pense qu'on est dans une phase assez particulière à Bali. 2019, on était à un peu plus de 6 millions d'arrivées touristiques à Bali, hors touristes domestiques, hors touristes indonésiens. D'accord ? Donc un peu plus de 6 millions. Une nuitée dans une chambre, dans une villa de chambres, pardon, c'était environ $100. Et on avait un taux de remplissage des hôtels en moyenne sur l'île qui tournait à un peu moins de 75%. Vous voyez, tout ça, c'est pour donner le contexte général. 2019, les autorités locales visent 4,5 millions de touristes sur l'année 2023. Toujours pareil, hors domestique, hors touristes domestiques. Donc, en pourcentage, 6 millions versus 4,5, proportionnellement, c'est une grosse différence. Mais vous voyez que peu à peu, voilà, c'est la première année où réellement ça a réouvert. Ça a commencé fin 2022, mais peu à peu, on revient sur des bases qui sont cohérentes en termes d'arrivée touristique. Et ce qu'il faut voir en termes de retour des touristes, c'est principalement les Australiens pour l'instant. Les Européens, je vous le disais, ne sont pas encore revenus. Et puis après, c'est beaucoup les Russes et les Ukrainiens qui sont là, pas purs touristiques, mais qui viennent s'installer sur place. Ce qui déclenche des choses au niveau du marché de l'immobilier qui sont intéressantes.
On est beaucoup plus maintenant sur des locations de villas sur du long terme, au moins et longue durée, avec les Russes et les Ukrainiens qui sont là. Et dernier élément que je voulais vous donner, taux d'occupation, le taux d'occupation moyen, là c'est les derniers chiffres que j'avais pu glaner, des hôtels à Bali en février de cette année, donc février 2023, on était à un peu moins de 65% de tête d'occupation, ce qui est à peine 2 points de moins que ce que c'était en février 2019. Vous voyez, donc voilà, peu à peu on revient en termes d'arrivée touristique, de taux de remplissage, que ce soit en pourcentage de taux de remplissage ou en volume d'arrivée touristique, on revient progressivement sur les bases de 2019, voire en taux d'occupation on est quasiment équivalent en 2019. Par contre au niveau des prix, donc ticket d'entrée pour la location, ça a sacrément augmenté. 100 € pour une villa de chambre à la nuitée en 2019, il faudrait vérifier, ça dépend de la zone évidemment, mais c'est clairement plus le cas, c'est beaucoup plus. Et je vous le disais, à l'acquisition aussi, les prix ont énormément augmenté. Il y a toujours des opportunités intéressantes à saisir, ça reste plus cher qu'il y a quelques années évidemment, mais dans l'immobilier, globalement, les prix ont tendance à monter dans le temps, donc c'était toujours mieux d'acheter hier qu'aujourd'hui, comme on dit. Mais voilà, il y a des opportunités qui me paraissent super intéressantes, il y a un vrai dynamisme économique sur place. Les touristes reviennent progressivement, ça revient progressivement dans le sens où les gens ont un petit peu, ça peut paraître bizarre, mais perdu l'habitude d'aller aussi loin. Par exemple pour les touristes européens, les Chinois ne sont pas encore revenus et le coût des billets d'avion aussi impacte, mine de rien, si vous voyagez en famille nombreuse. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous dire sur Bali, mais voilà, il y a des opportunités qui restent très pertinentes. Renseignez-vous, c'est pas le même ticket d'entrée qu'il y a, ne serait-ce que depuis la réouverture, là il y a un an à peu près, 12-18 mois. Voilà, maintenant si vous voulez quelque chose bord de mer, dans le sud de l'île, avec 2 chambres, piscine, faut compter au minimum 200 000 € à mon sens pour avoir quelque chose de une belle villa. Ceux qui aiment Bali, notamment pour l'aspect sud de l'île, mer, pour moi ça reste un endroit assez magique. Personnellement, je préfère toute la zone du sud, proche de la mer, que Ubud. Ça, c'est purement personnel. Voilà. Mais il y a des choses à regarder. Et si vous avez des questions, des commentaires ou autre, si vous avez été à Bali récemment, au cours des 2-3 derniers mois, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. On partage. Si vous avez des questions plus spécifiques sur différentes zones, j'ai pu visiter une dizaine de programmes / villas pendant mon séjour sur place. J'ai rencontré un certain nombre de personnes, constructeurs, promoteurs, agents immobiliers sur place, français ou pas. Donc n'hésitez pas à me questionner directement, je serai heureux d'y répondre. En ce qui concerne la Thaïlande et Phuket, je dirais ce qui m'a le plus marqué spontanément en arrivant, c'est l'évolution au niveau des populations de touristes. Voilà, moi quand j'étais allé en janvier 2020, on était entre 40 et 60%. Définitivement la moitié, à vue d'œil comme ça, des touristes étaient européens, principalement scandinaves, français, dans une moindre mesure britannique. Là, c'était maximum 10%. Il y a une vraie évolution à ce niveau-là. Ça, c'est ce que j'ai pu voir clairement entre 2019-2020, là, avant Covid, et maintenant, c'est flagrant. Là, c'est beaucoup de touristes du Golfe, d'Indiens. Et ensuite, je dirais, comme à Bali, de manière parallèle à Bali, pour la même raison, russes et ukrainiens, surtout russes. Voilà, donc ça, c'était clairement notable. Évolution où je me suis senti en minorité en tant que Français, même au plus large européen, par rapport à ce que ça pouvait être avant le Covid. Donc, grosse évolution à ce niveau-là. Ce qui influe sur le marché de l'immobilier. Encore une fois, je fais un parallèle avec Bali, c'est là où c'est intéressant de voir les deux destinations coup sur coup. C'est qu'à Bali, ça a eu un impact sur le fait que maintenant les locations se font sur des périodes longue durée, parce que les gens vivent sur place versus à la semaine. C'est la même chose à Phuket. À Bali, il y a beaucoup de Russes qui investissent sur des villas. C'est la même chose à Phuket. En zone Asie du Sud-Est, concrètement, c'est les deux zones où il y a eu le plus d'investissements russo-ukrainiens, surtout russes. Bali, Phuket. Voilà, au sein de la Thaïlande, c'est vraiment Phuket. Donc sur les villas haut de gamme, il y a beaucoup de clients qui se positionnent. J'en parlais avec un des partenaires que j'ai sur place, là, sur un des programmes que j'ai pu visiter dans la baie de Kamala. Il me disait la clientèle russe en général c'est sur des villas, si je parle en euros, entre 250 et 700 000 €. C'est là où la clientèle va se positionner. Donc ça c'était le gros facteur marquant, je dirais. J'ai quand même noté, en discutant sur place aussi, entre janvier et juin, c'était quand même 6 millions de touristes sur l'île de Phuket. Donc c'est quand même
notable, important, donc il y a eu beaucoup d'arrivées touristiques. Encore une fois, dans le mot touristique, il faut aussi englober les gens qui viennent s'installer, parce que ça, c'est des chiffres qui sont quasiment supérieurs, je dirais même à ce qu'il y avait en 2019. Sur 2018-19, on était sur des nombres d'arrivées touristiques aux alentours des 7-8 millions à l'année de touristes par an à Phuket. Là, on est déjà à 6 millions à la moitié de l'année, mais ça crée un vrai dynamisme au niveau du marché de l'immobilier, clairement. Principalement au niveau des acquisitions, où les prix ont tendance à augmenter, c'est moins fort proportionnellement qu'à Bali, mais le marché est très dynamique. J'en parlais avec notamment Eon, là, dont vous avez vu une des vidéos précédemment. Lui me disait, le marché cartonne, il y a des flux de commercialisation qui sont importants. Donc là, ça a bien repris, je le vois bien, j'ai visité plusieurs chantiers à Phuket. Le personnel est là, c'est très dynamique. On sent que le marché reprend fortement, mais c'est sans les Européens. Voilà, c'est un peu le paradoxe à ce niveau-là, ce qui m'a interpellé même en tant que Français, parce que c'est une destination prisée des compatriotes français ou même européens dans l'absolu, des Européens. Là, il y en avait beaucoup moins, mais pour autant, le business continue au moins aussi fortement que ce que ça pourrait être le cas précédemment avec les Européens. Donc ça, c'est intéressant, c'est une évolution au niveau de l'économie dans cette région, surtout là sur le marché immobilier à Phuket. Et c'est très intéressant à constater. Donc si vous souhaitez investir à Phuket, positionnez-vous à mesure de votre capital disponible pour cet investissement-là sur des produits extrêmement bien placés. Donc ça, c'est la règle d'or dans l'immobilier. J'entends par là proche de la mer, selon moi. La baie de Kamala est très bien, Naiton est très bien, au nord, pas très loin de l'aéroport, beaucoup plus au calme, pas encore développé, quelques établissements haut de gamme, notamment le Pullman, mais c'est une zone qui se développe. J'ai pu visiter un programme là-bas qui s'appelle Sea Haven qui m'a paru très pertinent. Ça, c'est le premier point, donc l'emplacement. Et ensuite, sur des produits, comme je le disais, de bon standing. Après, chacun met plus ou moins ce qu'il veut derrière, mais pour moi, c'est au moins 3 étoiles niveau international. J'ai pu visiter le programme à Kamala de Platinum Bay, qui est un programme que j'apprécie particulièrement, que j'ai conseillé commercialiser auprès de certains de mes clients. Là, j'ai vu du monde sur le chantier. Le chantier avance très bien. Ils vont livrer là des premiers appartements à la fin de l'année. Ça, c'est du produit trop de gamme. Juste à côté de l'Intercontinental Phuket, il y a le Novotel pas loin à côté. Je sais qu'il y a pas mal de Français qui aiment bien séjourner là-bas. Et la baie de Kamala, pour moi, est une des meilleures baies, si ce n'est la meilleure baie à Phuket en termes de praticité vis-à-vis de l'aéroport. Pas très loin de Patong. On peut traverser l'île facilement pour aller à Phuket Town. Et il y a un bon ratio entre industrialisation, développement, sans que ce soit l'effervescence et la concentration industrielle de Patong. Voilà. Naiton au nord est beaucoup plus calme. Si vous recherchez vraiment le côté paisible au milieu de la nature calme, ça correspondra beaucoup plus. Voilà ce que je pouvais vous dire, si vous voulez, en termes de feedback personnel sur mon voyage, mon déplacement en Asie du Sud-Est. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit pour Bali, à partager dans les commentaires si vous avez été à Phuket récemment, vous avez vu des programmes qui vous semblaient intéressants, votre expérience tout simplement sur le marché de l'immobilier, les prix, comment vous percevez ça. Quelles zones vous paraissent les plus pertinentes en termes d'investissement à Phuket? Je vous ai donné la mienne, il y en a d'autres qui, je vous en ai donné une ou deux là, entre Kamala, Naiton, il y a des choses qui me paraissent nettement plus intéressantes que d'autres en termes d'emplacement. Voilà, c'est un plaisir de vous faire cette vidéo de compte rendu personnel sur le déplacement à Bali et à Phuket. N'hésitez pas à partager vos questions, vos retours d'expérience. Vous étiez récemment, vous avez fait une acquisition récemment dans l'immobilier à Bali ou à Phuket. Mettez-le en commentaire. Petit pouce bleu, très important, ça aide la chaîne. Abonnez-vous, évidemment, je ne le dis pas assez, il faut vous abonner. Enclenchez la petite cloche de notification qui vous fera parvenir justement une notification lorsque je vais sortir et préparer une nouvelle vidéo. D'ici là, excellente journée à vous, à très bientôt et prenez soin de vous, bye bye.